Bienvenue en Amérique latine pour retourner dans le passé, dans la civilisation des Mayas. Alors, on retourne dans le passé grâce au jeu et aussi avec le jeu puisque c'est un jeu assez vieux, réédité en 2003. Donc, un jeu avec des règles, vous allez voir un petit peu, parfois un petit peu calculatoire, un peu vieillotte. Donc, le jeu, je vous présente un peu le matériel. Il se joue entre 3 et 5 joueurs. Nous avons donc 5 sets de cartes, de 8 cartes différentes, avec 28 jetons de chaque couleur. Nous avons dans le jeu des petites réglettes pour jouer de 3 à 5 joueurs. Donc regardez, ici vous avez 4 traits, ça veut dire qu'on peut jouer avec 4 joueurs. Quand on joue à 4 joueurs, on doit prendre cette réglette là. Si on la retourne à 3 traits, ça c'est pour 3 joueurs. Et pour 5 joueurs, en fait la règle est séparée en deux. Mais c'est tout ça pour jouer à 5 joueurs. Donc là je vais vous faire une présentation du jeu à 5 joueurs. Mais à 3 et 4 joueurs, ça se joue globalement pareil. Donc cette petite réglette de jeu va servir pour la première phase du jeu, avec les cartes qui sont là, les cartes travailleurs. Et dans une deuxième partie de jeu, on jouera avec le jeton qu'on va récupérer grâce à tout ça. On jouera avec les jetons sur les temples mayas. Voilà les temples mayas qui sont là. Donc on retrouve les principaux temples mayas, Tikal, Chichén Itzá, Copan, Uxmal. Elles sont recto verso, Palenque par exemple. Cette configuration-là des quatre temples se décide grâce en fait au nombre de joueurs que l'on est. Donc là il faut lire la règle sur la première page. Il faut lire les 4 temples qu'on doit imposer. Les temples doivent être posés comme ça, les uns à côté des autres, puisque le niveau doit correspondre en fait. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible si tous les premiers niveaux sont libres en même temps, puisque ça joue sur la règle de jeu. Donc voilà, ne les mettez pas en position carrée, deux en bas, deux en haut, parce que ça va être beaucoup moins lisible. Et aussi, nous avons ici tout ce qui est points de victoire. Donc le but du jeu, c'est de gagner des points de victoire. Les points de victoire qui ont une particularité, c'est que d'un côté, nous avons les chiffres arabes et de l'autre côté, nous avons la numérotation maya, qui pour un fan d'histoire des maths comme moi est plutôt pas mal. Ouais, ça me plaît. Vous avez aussi sur les temples des petites indications. Alors ce n'est pas 311, 312, 412, non, c'est 3-1. Donc c'est un jeu de majorité, hein. Donc on a une partie de bluff, pas de bluff, excusez-moi, d'enchère ici. On a une partie d'enchère cachée, et ici nous allons avoir une partie majorité, ce qui fait gagner des points. Donc des majorités, celui qui sera majoritaire sur la ligne gagnera 3 points, le deuxième gagnera 1 point. Donc ça j'expliquerai ça plus tard dans la règle. En attendant, on passe aux cartes travailleurs. Regardez les cartes travailleurs, si vous prenez leur dos, vous avez deux types de cartes. En fait, vous avez les cartes faibles, dites de cartes faibles, et les cartes hautes. Les cartes faibles, vous en avez 4. Les cartes hautes, vous en avez 4 aussi. Les cartes faibles, elles sont de valeur 3, 4, 4, 5. Et les cartes hautes, vous en avez 4 différentes. Elles sont de valeur 7, 8, 6 et 1, -3. Voilà. Donc voilà, chacun a son set de travailleurs, 8 cartes travailleurs, et commence aussi le jeu avec 2 jetons de sa couleur. Les jetons de sa couleur qui seront à installer directement dans les temples. Donc chacun commence, donc le premier joueur est désigné comme bon vous semble. On prend 2 pions de sa couleur et on les pose un dans chaque temple en commençant bien évidemment par la partie basse, c'est ça qui rapporte le moins de points. Donc le premier joueur pose, après le deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Et on place tous 2 jetons, sachant qu'il y a une seule limite à ne pas déroger lors de cette mise en place, c'est de ne pas placer ces 2 jetons sur le même temple. Voilà. Il faut placer ces 2 jetons sur 2 temples différents. Voilà pour l'instant. Nous avons aussi dans le jeu, juste pour la présentation, nous avons aussi des petits jetons là, comme ça de forme oblongue. Ces petits jetons, vous voyez, hein, c'est assez facile à installer, hein, c'est les mêmes symboles. C'est des avantages que vont donner le fait de gagner les majorités. Donc ça, ces jetons-là, pour l'instant, j'en parle pas.
Et nous avons aussi 4 jetons pour la partie un peu. Alors ils disent dans la règle pour les parties pour les professionnels. Alors je vais pas du tout parler de ça dans cette lecture des règles. Donc les 4 jetons à fond bleu, les autres sont à fond vert. Les 4 jetons à fond bleu, vous les rangez dans la boîte. Hop là. Voilà, donc j'installe le jeu pour la première partie, la partie enchère, celle qui utilise les cartes et les réglettes. Donc j'installe le jeu. Et c'est parti pour l'explication de la phase d'enchère. Alors, il y a une chose que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une phase d'enchère et de majorité. En fait, il y a une phase réglette, une phase temple. Il y en a 3 au total dans la partie de regroupement phase enchère, puis après phase temple. D'accord? On joue en 3 tours, 3 phases. Donc la première partie de la première phase, du coup, on joue avec ces réglettes. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Alors, nous avons pour chaque rectangle, nous avons toujours la même chose. Nous avons un indice qui nous dit l'avantage que va nous procurer le fait de gagner l'enchère. Puis ensuite, nous avons des groupements de cubes. Ça veut dire qu'on va gagner 3 cubes de sa couleur, 2 cubes de sa couleur, un cube, un cube. Donc là, il y a 4 cubes, 3 cubes, 1 cube. Donc plus on va à droite et moins c'est intéressant. Voilà. Et ici, il y a des numéros, avec un nombre de cartes qui correspond au numéro. C'est le nombre de cartes que l'on peut placer sous ces barres-là. Donc par exemple, sous cette barre-là, on peut placer 6 cartes. Voilà. Donc on joue les uns après les autres, en partant du premier joueur qui avait été défini au coup d'avant. Donc la seule règle importante dans ce placement d'enchères, c'est qu'on est obligé de commencer par une carte basse. Les cartes basses, je rappelle, c'est celles qui n'ont pas le 6-8 au-dessus sur elles. Donc on est obligé de commencer par une carte basse, donc un 3, un 4, 4, 5. Et par exemple, c'est le joueur vert qui commence, il place sa carte quelque part sans la montrer. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est assez fin, assez bête. Hein. Donc l'autre, le rouge qui a envie de commencer une autre ligne, il est obligé de jouer avec une carte basse. Le jaune, il a le droit par contre de placer une carte haute au-dessus de la basse, mais il aurait pu avoir le droit aussi de placer une carte basse. Voilà. Donc on place comme ça les valeurs. Le bleu avec sa carte haute est obligé d'aller là. Le vert il a le droit de retourner au même endroit où il s'est déjà mis pour avoir plus au niveau des scores. Donc voilà, ça se place comme ça, donc ainsi de suite, tout le monde place ses cartes. Bon, ça paraît comme ça assez évident, assez rapide, mais en fait tout le monde réfléchit et donc c'est assez long en fait. C'est vraiment assez long. Astuce, il ne faut pas du tout utiliser toutes les cartes dans cette enchère là, il va falloir en garder. Donc j'expliquerai ça dans la partie d'après quand j'expliquerai la suite ici. Pour l'instant, je vous ai juste expliqué comment on pose les cartes. Vous voyez, c'est assez simple. La seule règle vraiment importante, c'est qu'on place la première carte doit être une carte de valeur basse et pas une carte de valeur haute. C'est tout. Le reste, on les place n'importe comment. Faisons une résolution. Donc, on va remplir les cartes et faisons une résolution derrière. Voilà, la première phase enchère c'est terminé. Alors, deux petites choses. Les joueurs, en fait, dès qu'ils n'ont plus envie de poser de cartes face cachée, ils peuvent les garder et ils disent je passe. Bien sûr, tout le monde ne va pas passer en même temps. Là, par exemple, le bleu, il a gardé 2 cartes alors que le violet n'en a gardé qu'une. Donc, quand un joueur dit je passe, il ne pose plus de cartes sur le plateau. Il les garde et il ne pourra plus revenir dans la phase d'enchère. Et les autres, par contre, peuvent continuer à jouer autant qu'ils veulent. Donc j'ai fait des exemples, donc vous voyez, hein, on est limité ici à 4 cartes, j'en ai mis bien 4, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous on a mis, en fait dans la règle du jeu c'est marqué mettez-la loin, franchement le mieux c'est de la mettre de côté, la 4e carte pour dire que cette colonne elle est bloquée, on ne peut plus mettre de cartes dessus. Vous voyez là c'est limité à 4 cartes, il n'y en a que 3, donc il y avait la place pour en mettre une autre. Mais tout le monde a passé, donc c'est la fin de cette phase d'enchère. Maintenant, on va passer au décompte. Alors, ce décompte-là est pas trop compliqué à faire, mais il peut être un peu long sur les choix des participants. Donc, on va commencer toujours par la colonne de droite. C'est celle-là par laquelle on commence, parce que le pouvoir qui est ici, en fait, sert pour la phase d'enchère suivante. Donc, c'est la seule fois, en fait, quasiment où on va commencer par on va utiliser bref.
Allons-y. Donc on montre les 4 cartes qui sont là, on les montre dans l'ordre. Donc voilà. On les montre, on regarde qui a la valeur la plus forte. Donc vous voyez qu'il y a 7 pour le violet, 5 pour le jaune et 8 pour le rouge. Le rouge est majoritaire dans cette lignée-là. Vu qu'il est majoritaire, il va gagner deux petits cubes de la réserve. Il garde ces 2 petits cubes. Et le cube violet qui est deuxième, il gagne un petit cube. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout bête. Hein. Et le rouge gagne du coup le pouvoir, ce pouvoir-là. Alors ce pouvoir-là permet d'être protégé d'un -3. Donc le rouge, par exemple, il va se protéger du -3. Il décide où est-ce qu'il va se protéger du -3. Donc soit là, soit là, soit là, soit là. Hein, là où il est. Parce que s'il se protège là où il n'est pas, ça ne sert strictement à rien. Donc il va dire, je me protège ici. Donc il met son -3 ici. Donc on peut le mettre sur une carte rouge si on n'a pas envie de l'oublier. Ou le mettre au-dessus si on se rappelle que c'est le rouge qui a gagné ici. Les restes des cartes est rangé, on ne les utilisera plus. Voilà, sur cette phase-là. Ensuite, on regarde ici. Donc là, je vous ai mis un autre cas où il y a une égalité. Regardez, le bleu et le jaune sont égalité. Dans ces cas-là, c'est celui qui est le plus haut placé qui remporte la mise. Donc là, c'est bleu qui remporte 3 cubes. Voilà, et le jaune qui en remporte 1. Voilà, tout simplement. Oui, c'est assez simple, hein. C'est simpliste, et du coup le bleu gagne ce pouvoir-là, qui sera un pouvoir que j'expliquerai plus tard, puisque ce n'est pas un pouvoir qu'on utilise maintenant. Donc j'expliquerai ça à la fin. Là pour l'instant je vais expliquer que les pouvoirs qui ont un effet immédiat, qui sont d'ailleurs les 2 prochains pouvoirs. Donc on regarde, là vous voyez je vais avoir mis autre chose. Genre autre chose d'assez original. Donc voilà, donc tout le monde est là. Ah, je l'avais déjà retourné. Donc nous avons 2 égalités, 10 et 10 et un 8. Donc du coup ce sont les 10 qui sont majoritaires. Du coup c'est le rouge, hein. C'est bien le rouge, puisque c'est celui-là qui est là, c'est le rouge qui prend la majorité. Et qui prend ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'un de ces pions d'une pyramide va passer sur la pyramide d'une autre pyramide, au choix du joueur. Donc par exemple, voilà un exemple, le rouge peut décider de prendre ce jeton rouge et de l'amener ici. Ou ce jeton rouge pour l'amener ici. Sachant que l'ordre dans les pyramides n'importe pas du tout en fait. L'ordre dans lequel c'est posé, c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est d'en avoir le plus, c'est pas d'avoir dans quel ordre de l'avoir. Voilà pour ce rôle-là. Donc c'est bien vu. Hein. On voit une pyramide, une autre pyramide et le cube qui passe de l'une à l'autre. Donc c'est assez facile. Une fois que ce rôle-là a été fait, il faut le faire immédiatement. On retourne la carte pour dire que ça a été utilisé. Voilà, donc et bien sûr le rouge récupère 4 cubes, tandis que le bleu récupère 2 cubes. D'accord, ça c'est maintenant je pense que vous avez compris comment ça marche. Bien sûr qu'il y en a 3, hein, c'est les 3 premiers, bah là, on va le voir. On va le voir avec une spécificité d'ailleurs dans celle-là. Donc regardez. Donc nous avons a priori, vous voyez je vous montre pas la dernière. A priori le bleu est deuxième, le violet est troisième et le vert est premier. Mais sauf que le bleu il est utilisé à -3. Le -3 ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas -3 sur lui, hein, parce que ça serait complètement stupide et on voudrait pas l'utiliser. C'est un -3 sur quelqu'un d'autre. Donc il va mettre -3 sur soit le vert, soit le violet, celui qu'il veut. Donc là bien sûr il va le mettre sur le vert puisque le vert est devant lui. Donc il met -3 sur le vert, du coup le vert n'est plus qu'à 4, du coup le premier reste le bleu, devient le bleu, donc le bleu récupère 3 cubes. Le violet qui a mis qu'un pauvre petit 4 devient à égalité avec le vert, mais puisqu'il est devant, du coup le violet gagne 2 cubes. Voilà. Et enfin le vert du coup est troisième, donc ne gagne qu'un cube. Voilà. Donc voilà, le -3 c'est vraiment on décide que quelqu'un se prend un -3 et retranche 3 à ses résultats. Ensuite ce bonus là, c'est on prend un pion de sa réserve pour le mettre dans une pyramide. Donc là je rappelle que c'est le bleu qui a gagné. Puisque le bleu a gagné, le bleu prend un pion de sa réserve et le pose sur une pyramide. Donc là où il veut.
pas obligé là où il est. Alors attention, les deux dernières... j'ai oublié de dire ça. Les deux derniers pouvoirs ne se réalisent en fait que sur des lignes inférieures. On ne peut pas déplacer sur une ligne une ligne de niveau supérieur, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Elle ne se fabrique que sur les niveaux inférieurs. Donc voilà. Une fois que c'est appliqué, on retourne. Et je voulais juste vous montrer aussi la cinquième. Voilà, cinquième. Et je vais expliquer le pouvoir du sixième. Donc la cinquième, on regarde. Donc là, j'ai encore mis 1, -3. J'aurais pu en mettre 2 d'ailleurs. -3, j'en ai mis qu'un. Alors quand il y en a deux, on commence par celui qui est le plus proche du départ. Mais là, j'en ai mis qu'un. Donc regardez, on est dans ce cas-là où le vert est à 10, le rouge est à 11 et le bleu est à 7. Le vert décide de faire le -3 au rouge, sauf que le rouge, rappelez-vous, il s'était protégé. Donc puisque le rouge était protégé, il reste à 11, donc le vert, il met -3 au bleu, ça ne sert à rien. Mais c'est comme ça. Imaginons par exemple, on était dans ce cas-là où ils étaient à égalité. Bon, voilà. Donc là, le vert, il est un peu dégoûté, encore une fois, il se fait encore avoir. Donc le rouge prend le lead, le vert est deuxième, et le bleu est troisième, et le -3 du vert n'a pas servi. De toute façon, les -3, il faut les utiliser. Hein. S'ils sont pas utilisés maintenant, ils ne servent à rien plus tard. Donc voilà. Donc le rouge a été protégé, il récupère ses cubes, je ne vais pas vous faire tout, et il récupère cette protection-là, ce petit avantage-là. Il le récupère que j'expliquerai plus tard. Bon. Ici, on va pas faire la majorité, parce que vous avez compris, j'ai l'impression. Ici, celui qui pioche celui-là devient le premier joueur, en fait, pour toute la suite de la manche, et pour le prochain tour de phase. Donc, il devient premier joueur pour le placement des cubes, ici, et pour la prochaine phase, où il sera premier joueur. Bon, c'est plutôt un avantage d'être premier joueur. Donc, voilà. Donc, imaginons, c'est le jaune qui gagne. Il avait mis des cartes. Et ici, ce rôle-là, je vais le donner au vert, par exemple. Alors, voilà. Donc, je donne des cubes aux joueurs et on passe à la partie pyramide. Donc, j'installe tout. Donc, vous voyez, là, je vais tout ranger. Toute cette partie-là, je vais la ranger pour mettre les pyramides. Alors, dans le jeu de base, hein, quand on joue, les réserves, mettez-les à côté des joueurs, hein, pour que ça soit assez rapide. Parce que le jeu, vous voyez, il est assez long. Hein, on fait 7 étapes les unes après les autres, on réfléchit à chaque fois à qui on donne le -3, ça peut être un peu assez long. Il y a 5 -3 qui vont être là, donc il y a des discussions. Ça peut un peu être long, donc si on perd pas de temps à récupérer les cubes, c'est très bien. Donc chaque joueur par contre a son nombre de cubes qu'il garde précieusement à côté de lui. Ce sont les cubes qui vont être importants pour les placer ensuite dans les pyramides. Si on n'a pas de cubes, on est mal. Donc là, vous voyez, je vais faire un changement de plateau. Normalement, on le fait pas, mais là, pour l'explication des règles, je vais le faire. Voilà. Alors, avant de commencer à poser les jetons, on va vérifier quelque chose, en fait. Tout le monde a gardé des cartes. Et il faut en garder, puisque le nombre de travailleurs va décider du nombre de cubes qu'on va pouvoir garder. Parce qu'on a récupéré des cubes un peu n'importe comment avec la phase d'enchère. Enfin, on a récupéré des cubes. Et en fait, on va pas pouvoir forcément tous les garder. Donc, comment on fait? On retourne la carte travailleur. Et là, par exemple, la carte travailleur du rouge est de 6. Donc, ça veut dire qu'il a le droit de transporter 6 cubes jusqu'aux pyramides. Donc, il en a 6. Donc, pour lui, tout va bien. Regardez le bleu. Le bleu, il en a gagné plein. Hein. Il a gagné 8 cubes grâce aux enchères. Donc, il a bien carburé au niveau des enchères. Malheureusement pour lui, il a porté qu'un travailleur de 6. Donc du coup, il peut garder que 6 cubes. Donc c'est à dire que parmi ces 8 cubes, il y en a 2 qui vont passer à la poubelle. Voilà. Donc là, il est obligé de jeter les cubes. Donc il va partir finalement qu'avec 6 cubes. Le jaune avait prévu l'argent, il avait prévu 7, mais il n'en a récupéré que 5. Donc là, c'est bon pour lui. Le violet avait prévu vachement très large le 8 et il en a récupéré que 3. Donc lui, il est un peu dégoûté. C'est-à-dire qu'il va pouvoir placer que 3 cubes dans les pyramides. Hein, alors que les autres, par exemple, vont en placer 6. Donc lui, il se fait léser, il a raté sa phase d'enchère. Et le vert, il avait gardé une quantité de 4. Or, il en a récupéré 5. Donc du coup, le vert, il est obligé d'en rejeter une. Ah non, il n'est pas obligé d'en rejeter une.
puisqu'il a le droit, il a utilisé le chariot. En fait, grâce au chariot, on a le droit de transporter 2 cubes en plus que la valeur de son ouvrier. C'est-à-dire que le vert, il peut apporter 6 cubes, au lieu d'en apporter que 4. Alors bien sûr, hein, c'est un pouvoir qui est... on ne rajoute pas un cube de la réserve pour en avoir 6. Hein. C'est par rapport au cube qu'il a, il est obligé de... Il peut en garder 2 de plus que son travailleur. Voilà à quoi sert ce pouvoir-là. Donc on le pose ici et c'est fini. Ensuite, à partir du jaune, on pose les cubes. Donc le jaune commence, puis après ça sera dans la suite des joueurs, donc en suivant les aiguilles d'une montre. Donc moi je vais y aller par là, du coup, parce que si on tourne comme ça, c'est par là. Donc le jaune il commence à poser, voilà. Il pose un cube, et puis après les autres ils posent, ainsi de suite. Voilà, c'est tout bête, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à temps de remplir les pyramides. Alors, il va y avoir quelques petites règles, hein, des petites règles dès qu'on termine une ligne, il y a des petites règles, il y a des petites règles à la fin. Avant tout ça, je vais poser deux autres petites règles qui sont importantes. On a le droit de passer. On a le droit de passer son tour pour. On a le droit de passer son tour. Si on passe son tour, par contre, par rapport à d'autres jeux, on est obligé de payer en fait. Et quand on passe son tour, parce que c'est plutôt favorable de passer son tour de manière générale, puisque c'est un jeu de majorité, on essaie d'aller le plus loin possible pour monter à la deuxième ligne. Sauf que quand on passe son tour, on perd un cube. Donc si par exemple le jaune il décide de passer son tour, il défausse un cube. Donc les cubes quand ils sont durement acquis, souvent on n'a pas trop envie de les défausser pour juste passer un tour. Sauf si ça nous arrange vraiment. Alors dans la règle, c'est marqué que ce n'est pas raisonnable. C'est la première fois que j'entends le mot, que je lis le mot raisonnable dans la règle, qui est d'ailleurs très très mal écrite. Hein. En français, elle est très très mal traduite. Alors ce rôle-là, justement, permet de passer sans défausser de cubes. Voilà, c'est le principe de ce rôle-là. C'est-à-dire que le rouge, s'il a envie de passer, il n'est pas obligé de défausser un cube. Voilà à quoi ça sert ça. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose, on a le droit de placer, si on veut, 2 cubes à la suite. Ça s'appelle un coup double. Alors un coup double, c'est de placer 2 cubes à la suite. Tac, tac. Alors c'est trop bien, hein, ça a l'air trop bien, trop beau, sauf que comme pour passer, ça a un coût, et le coût c'est de payer un cube. Donc quand on utilise un coup double, on paye un cube à la réserve. Mais le bleu a ce pouvoir-là qui lui permet de réaliser un coup double sans devoir payer. Donc ça, une seule fois, hein, comme l'autre pouvoir, ça c'est une seule fois dans le tour. Il a le droit d'utiliser ce pouvoir-là, de ne pas payer pour un coup double. Donc il place son coup double de manière gratuite, que ça lui permet d'en placer 2 à la suite. Alors là, ça paraît complètement inutile, mais il y a des moments où ça vaut le coup d'assurer une majorité. Voilà pour les différentes, de quoi on a vu tous les pouvoirs, on a vu ce qui était possible. Maintenant il faut juste que je vois comment on peut passer, enfin que je explique comment on peut passer d'une ligne à une autre. Voilà, donc tout le monde joue, tout le monde pose. Et il me semble ne rien d'autre avoir à dire. Pour l'instant, je réfléchis rapidement, mais si j'y pense, je reviens. Donc je remplis une ligne pour voir comment ça marche. Bon, j'ai pas besoin de couper là, c'est assez rapide. Donc je remplis une ligne. Que se passe-t-il sur la ligne d'après? Alors voilà. Donc j'ai rempli une ligne. Du coup on peut pas tout de suite construire sur la deuxième ligne. Pour construire sur la deuxième ligne, il faut avoir rempli toutes les premières lignes de tous les temples. Sauf que celui qui a la majorité absolue dans un temple a le droit de placer un jeton ici. Alors bien sûr mon exemple est très mal choisi. Voilà. Par exemple, le jaune. Le jaune a une majorité absolue, c'est-à-dire qu'il est tout seul en tête. Puisqu'il est tout seul en tête, il va placer de sa réserve, donc c'est très 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 avantageux, il va placer de sa réserve un jeton sur la deuxième ligne et commencer la deuxième ligne. Donc de sa réserve. Donc c'est pour ça que le coup double peut être intéressant, parce que le coup double peut permettre d'avoir la majorité. Par contre, si le violet avait été à égalité, là, personne n'avait le droit de placer un deuxième cube dans la deuxième ligne. Là, parce qu'ils sont à majorité, donc c'est ni l'un ni l'autre. Il faut vraiment avoir la majorité absolue. Autre chose, cette règle-là, elle ne fonctionne que si
la règle. Donc je replace de manière comme avant. Donc là, le jaune est à droit de placer de sa réserve un jeton ici, seulement si la ligne était vide. Si la ligne, s'il y a déjà quelqu'un dans la ligne, et c'est possible au deuxième tour, ou la deuxième année, on va parler d'année, c'est possible la deuxième année et la troisième année, donc tout ça c'est possible. Si le jaune devait placer ici son pion, il n'a pas le droit, puisqu'il y a déjà quelqu'un. Donc puisqu'il y a déjà quelqu'un, cette règle-là est tacite, elle ne fonctionne plus. Donc voilà. Mais sinon, par exemple, si... je fais n'importe quoi. Si le violet a envie de continuer, par exemple, et veut placer un pion ici, il n'a pas le droit. Hein, je répète, il n'a pas le droit de placer son pion ici. Pourquoi ? Parce que toute la première ligne n'est pas validée. Donc là, par exemple, si le jaune est là, on n'a pas le droit de continuer après le jaune. On est obligé de terminer tous les cubes de la première ligne de toutes les pyramides. C'est pour ça qu'il fallait les aligner dès le début, il fallait les aligner comme ça, pour bien voir en fait les lignes. Donc voilà, je coupe pour présenter encore une petite spécificité très rapide. Je coupe et je reprends quasiment le même jeu, mais je vais juste remplir les premières lignes. Donc c'est reparti, donc on arrive quasiment à la fin du premier tour, hein. Vous voyez, au début il n'y a quand même pas beaucoup de pions qui sont distribués. Donc le violet a passé, ça fait longtemps qu'il n'a plus de cartes, le bleu a passé, et le rouge a envie de jouer. Et là il va y avoir un problème, donc ou pas. Hein. On a envie de construire il a envie de construire la deuxième ligne, hein, parce que voilà, toute la première ligne est remplie. Et en fait, il va y avoir un endroit où il peut pas construire, c'est à cet endroit-là. Il ne pourra pas construire à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que le rouge n'est pas présent sur la première ligne. Et puisqu'il n'est pas présent sur la première ligne, du coup, il n'a pas le droit de se mettre ici. Donc pour construire dans les lignes supérieures, on est obligé d'être dans toutes les lignes inférieures. Et ce sera pareil au troisième tour. À la troisième ligne, s'il n'est pas ici, s'il n'est pas présent ici, il ne pourra pas gagner, il ne pourra pas se placer ici. Donc cette règle est hyper importante puisque pour le décompte des points, vous allez voir, c'est un peu barbare et il y a quelque chose qui se passe et il faut entendre cette règle on ne peut pas être au-dessus en fait si on n'est pas en dessous dans une pyramide. Donc voilà, tout le monde va placer. Quand tout le monde a placé son petit cube, on passe là à la partie un peu fastidieuse, c'est le décompte des points. Alors vous allez voir, c'est assez fastidieux, je vais devoir tout ranger, tout remettre pour bien clarifier tous les types de moments qu'il peut y avoir. Donc je vais tout gérer pour que ça soit le plus facilement écoutable. Je vais mettre beaucoup plus de cubes que ça. Hein. On va dire qu'on est en calcul de points en deuxième phase, que si vous comprenez la deuxième phase, vous comprenez la première ou la troisième, ça marche pareil. Donc voilà, je coupe et je reviens. Alors ça paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors on va commencer par celle-là, tant qu'à faire. Ou celle-là, c'est aussi simple. Celle-là. Alors, regardez. Celui qui va être majoritaire sur une ligne va gagner le nombre de points qui est marqué là. Et les deuxièmes vont gagner 1 point, sachant qu'en cas d'égalité, on gagne tous les 3 points, les premiers. Et quoi qu'il arrive, il y en a qui gagnent le 1 point. Alors ça veut dire que même ici il y a égalité. Par exemple ici, le jaune va gagner 3 points. Le bleu et le violet vont gagner tous les deux 1 point. Donc c'est des points de victoire. Hein. C'est cela, donc il faut prendre pour chaque ligne, il faut aller chercher des points de victoire. Donc, je vous conseille aussi de tout ranger, pas du tout comme j'ai fait, de tout bien ranger, parce que sinon c'est assez relou. Parce qu'il faut aller chercher, c'est lourd. Hein. Cette phase-là est assez lourde, il faut laisser, en plus il y a de quoi se perdre, il y a quoi de mettre une grosse claque dans les trucs. Et de faire trembler les cubes. Donc là, c'est un peu lourdingue. Ici, donc du coup, le vert gagne 3 points, le rouge gagne 2 points. Et ici, tout le monde gagne 2 points. 4 points, excusez-moi. Tout le monde gagne, tout le monde gagne 4 points. Donc vous voyez que là, c'est vachement bien d'aller tout en haut, même d'être majoritaire, même si on est à égalité. Ici, les bleus et le rouge gagnent 3 points. Et tout cela ceux qui ont un seul au premier rang gagnent tous 1 point. Ils en ont qu'un, les autres en ont 3, mais ils gagnent 1 point. Si par exemple on était dans ce cas-là, et le violet en avait un de plus, là on est bien d'accord que lui gagne 3 points, lui 1 point, lui 1 point, et eux 0. Donc vous voyez qu'on gagne 1 point, pas en fonction du nombre qu'on est, mais en fonction de ce que les premiers arrivent à faire.
Ensuite, le jaune là, qui est y allé comme un gros bourrin, gagne 3 points. On va voir qu'il n'a pas bien fait du tout. Et les autres qui ont réussi à se dépatouiller au milieu du bourrin jaune gagnent 2 points chacun. Vous voyez que le jaune, alors vous allez voir que le jaune va perdre énormément. Le bleu qui est aussi comme un bourrin gagne 4 points. Le rouge et le jaune gagnent 2 points parce qu'ils sont tous les deux deuxièmes, et lui gagne 4 points. Voilà comment ça marche les points. Donc il y a plusieurs étages. Donc il y en a par exemple, il y a 14 étages à faire avec des points à donner. Donc on trifouille le nombre de points. Je conseille vraiment de mettre les 1 et les 2 d'un côté et de distribuer le 1 et le 2. Et après chaque joueur fait sa propre monnaie comme il veut. Donc, c'est assez long. Alors les points sont décomptés. Tout est bien fait et on va passer à la deuxième phase, au deuxième jour, deuxième année. Mais avant ça, il y a quelque chose à faire qui va être assez important. Alors, quand on pense à la religion maya, on pense bien sûr au sacrifice. Eh bien, il va y avoir des sacrifices. Alors, sacrifice, ça va pas être les travailleurs, hein, les pauvres travailleurs. Nous n'allons pas les sacrifier. Eux, nous allons les récupérer. Chacun va récupérer ses 8 travailleurs pour un tour prochain. Mais il va y avoir des sacrifices de cubes. Alors, tous les cubes qui vont être sacrifiés sont tous les cubes qui ont permis de marquer des points. Alors pas tous, un par couleur. Exemple, ici, les jaunes, le bleu, le rouge ont gagné des points. Donc on enlève un jaune, un rouge et un bleu, on les enlève. Et on ramène tout ça ici. Pareil au coup d'après, le vert et le rouge ont marqué des points, hop, on enlève un vert, un rouge. Voilà. Et on fait ça pour toutes les lignes. Donc là, les 3 ont marqué des points, on enlève les 3. Donc ça vide considérablement les temples. Alors entre la première année et la deuxième, on va dire que là il n'y a pas beaucoup de changements, mais entre la deuxième et la troisième, ça vide énormément. Et on va voir dans le temple de Chichen Itza qu'il peut y avoir des choses vraiment terribles qui se passent. Il peut y avoir vraiment une purge, un vrai nettoyage. Là ce n'est pas un petit sacrifice, ce sera un gros sacrifice, regardez. Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, il y a le rouge et le bleu qui ont marqué le maximum de points, et violet, jaune, vert. Voilà. Ici, il y a le jaune qui a marqué des points, le violet, le violet, le rouge et le bleu qui ont marqué des points. Ici, il y a aussi ces 3 là qui ont marqué des points, ici ces 3 là. Sauf que, regardez, il n'y a plus de jaune au premier niveau. Or, pour avoir du jaune au deuxième niveau, il faut avoir du jaune au premier niveau. Donc les jaunes disparaissent. Et il n'y a pas de bleu ici. Les bleus disparaissent. Le temple de Chichen Itza vient de se vider complètement. Donc là, c'est pas un petit sacrifice, hein, rien à voir avec ce qui se faisait au temps des Mayas où les sacrifices étaient vraiment assez rares et sur des volontaires. Là, on est vraiment sur du lynchage total de petits cubes. Bon, c'est des petits cubes, donc on va dire que ça fait pas de mal. Voilà, donc les petits cubes ont été vidés. Et on recommence un prochain tour. Donc on installe les temples. Voilà. Et on recommence avec la petite réglette comme tout à l'heure. On redonne les 8 cartes chacun et le premier joueur commence. Et on fait ça pendant 3 années suite pour gagner un maximum de points à la fin. Voilà pour le jeu. Donc ça, c'est la partie un peu pénible, mais il faut y penser. Et c'est un peu la partie très originale du jeu. Et c'est ça, sur Trick Track, qui apporte des bons commentaires. C'est cette partie-là, la partie... les temples se vident. Donc effectivement, il faut penser à... quand on n'a qu'un seul pion sur la ligne du bas, c'est un risque d'aller conquérir les lignes du haut, parce que du coup, si on perd ce pion unique, si on le perd, derrière, c'est un effet domino assez terrible, un effet papillon assez terrible. Donc voilà pour Maya, tout est expliqué. Le jeu les règles sont un peu vieillottes, hein, on sent bien que c'est un peu calculatoire, c'est... la gestion des points de victoire, la gestion des petits cubes est assez vieillotte. Maintenant on fait un peu mieux, mais le jeu est quand même très intéressant et cette partie pion qui s'annule, il faut prévoir
il faut prévoir ce qui va se passer après, c'est très intéressante. Donc voilà. Maya de Bernd Engelstein.